Connais-toi toi-même. C'est une phrase qui paraît simple, mais est-ce qu'on se connaît vraiment? C'est souvent la première question qui surgit quand on doit faire un choix important dans la vie. Et en tant que jeune étudiante, et aussi jeune doctorante, ça m'arrive de me poser cette question au quotidien. Aujourd'hui, je n'ai que 10 minutes face à vous pour savoir et pour apprendre à se connaître. Mais je vous propose alors un voyage vers soi grâce aux outils neuroscientifiques que je vais vous présenter. Dans mes recherches, j'utilise un outil un peu particulier qui est la taille de la pupille. En effet, ce petit cercle noir au centre de nos yeux n'est pas simplement réservé qu'à la lumière. C'est aussi un miroir assez discret de nos états émotionnels, de nos biais cognitifs. Et on dit qu'il est contrôlé par tous les processus physiologiques et automatiques. Mais je vous en reparlerai un peu plus tard. D'abord, on va parler des tests que vous connaissez déjà sûrement et que vous avez sûrement déjà expérimentés. Ce sont souvent des tests proposés par les psychologues. Ça peut être des tests de personnalité, des tests sur la gestion des émotions. Ça permet de mettre des mots sur ce qu'on est, sur comment on se comporte et nos compétences. Mais le problème avec ces tests-là, c'est qu'on décrit ce qu'on croit être. Et ce qu'on croit être est souvent influencé par nos habitudes, nos influences, notre entourage, et aussi souvent on décrit ce qu'on voudrait être ou ce qu'on redoute d'être dans la vie. Donc ces genres de tests ont plusieurs biais, et comment aller au-delà de ces mots et au-delà de ces croyances et de ces biais-là. Donc c'est là que ma thèse intervient. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille sur un indicateur qui est un peu particulier, qui est la taille des pupilles. La taille des pupilles, il faut savoir que ça permet de mesurer en fait votre niveau émotionnel. On peut savoir votre niveau de stress, votre niveau de joie, votre niveau d'anxiété, mais aussi d'attention. Et bien cet outil-là, ce qui est surprenant, c'est qu'il est automatique et spontané de votre part. C'est pour ça qu'on dit qu'il est contrôlé par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il faut le voir comme un chef d'orchestre qui dirige tous vos mouvements involontaires, comme la digestion, la respiration, le rythme cardiaque, et la taille des pupilles fait donc partie de ce système-là. Et il est contrôlé aussi par deux sous-systèmes qui fonctionnent en équilibre. On a d'abord le système nerveux sympathique qui va fonctionner en état d'alerte. Si vous voyez un danger, votre rythme cardiaque va donc s'accélérer. Vos pupilles vont donc se dilater face à ce danger-là. En opposition, pour freiner ça, on a le système nerveux dit parasympathique. Donc il va freiner toute cette accélération, il va diminuer votre rythme cardiaque, diminuer votre taille de pupille, et ça va ramener à un état de stabilité et de calme afin de s'engager peut-être même socialement. Donc comme je vous l'ai dit, tous ces outils-là, en fait, toutes ces réponses que vous nous donnerez, en fait, elles sont spontanées. Et là, dans le public, je vais vous demander en fait, d'essayer de contrôler la taille de vos pupilles par la pensée. Et oui. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés. Donc ça prouve qu'en fait, la réponse que vous donnez par la taille de la pupille, par exemple, c'est fiable et honnête de votre part face à une situation qui peut être émotionnelle. Moi, dans mon cadre, pour comprendre notamment les états émotionnels en fonction des réponses physiologiques, je me base sur une théorie. Ça s'appelle la théorie polyvagale de Stephen Porges. Donc qu'est-ce que dit cette théorie? Cette théorie, il faut la voir comme une carte. Donc chaque réponse physiologique que vous allez nous donner va nous donner votre état émotionnel dans lequel vous êtes actuellement. Donc on peut avoir d'abord le système nerveux parasympathique. Donc quand il prédomine, vous êtes en état d'engagement social. Vous voulez de la connexion, vous êtes plutôt calme et serein face à la situation. Et appelons ça plutôt la zone verte. Par contre, quand un danger est perçu, c'est le système nerveux sympathique qui va donc prendre le dessus. Et là, tout va s'accélérer, votre pupille va se dilater, votre rythme cardiaque va s'accélérer, et donc appelons ça la zone orange. Par contre, quand vous arrivez à un état de trop-plein émotionnel, quand vous n'arrivez plus du tout à gérer la situation, c'est le système nerveux parasympathique qui va reprendre le dessus, mais de manière assez brutale. Votre pupille va diminuer de manière excessive, votre rythme cardiaque peut diminuer aussi de manière excessive, et c'est assez dangereux pour le corps humain. Appelons ça donc la zone rouge. Et comme je vous l'ai dit, en fait, cette carte-là, je l'utilise dans ma thèse. Dans ma thèse, notamment pour comprendre comment les personnes qui ont vécu un traumatisme réagissent au quotidien.
Les recherches qui existent aujourd'hui sur les personnes qui ont vécu un traumatisme, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, ils réagissent de manière excessive face à toutes les situations. C'est-à-dire que c'est leur système nerveux sympathique qui fonctionne de manière excessive, en éveil, et ça, peu importe les situations, même quand tout va bien. Et moi, dans ma thèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a présenté des images représentant des visages exprimant différentes émotions du quotidien. On a la peur, la colère, la joie, l'embarras. On leur présente tout ça et on mesure en fait la variation pupillaire qu'ils ont face à ces images-là. En fait, c'est des visages qu'on peut croiser tous les jours et nous, on essaye de voir comment ils réagissent. En analysant donc ces données, on va pouvoir comprendre comment ces personnes se comportent au quotidien quand ils ont des interactions sociales. Et aussi, nous, en tant que chercheurs et futurs chercheurs, ça va permettre de mieux comprendre comment ces personnes se comportent suite à un traumatisme et peut-être même mieux les accompagner par la suite. Maintenant, pour aller encore plus loin, et pousser un peu les limites des neurosciences, ce qui m'est venu en idée, c'est de rajouter aussi les jeux immersifs, les jeux de rôle. Comme on sait qu'en fait, nos émotions, nos réponses émotionnelles surtout, sont contexte dépendants, je me suis dit qu'on pourrait rajouter aussi la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça permettrait d'apporter notamment un cadre dynamique et contrôlé, et permettre aussi d'avoir vos réponses émotionnelles dans ces situations-là, que vous pourrez même inventer pour voir comment vous réagissez. Donc, au vu de tous ces outils-là que je vous ai présentés, les tests psychologiques, les mesures physiologiques, la réalité virtuelle, en les combinant, on pourrait créer un outil assez extraordinaire pour apprendre à connaître quelqu'un et aussi apprendre à se connaître soi-même. Donc maintenant, je vais vous demander de vous projeter un peu dans le futur avec moi, notamment avec l'histoire de Anna. Anna, elle a 22 ans et elle se sent constamment en décalage au quotidien. Elle a du mal à interagir avec tout le monde et elle n'arrive pas à mettre des mots dessus. Elle commence alors les tests psychologiques. Elle arrive à mettre des mots sur ce qui lui arrive. Ensuite, elle passe à la réalité virtuelle. Elle se retrouve alors dans des situations, dans des contextes sociaux, des fêtes d'amis, un entretien d'embauche. On enregistre alors ces mesures physiologiques grâce à des capteurs. Et on constate alors qu'en fait, dans ces situations-là, elle est constamment en éveil. Elle est tout le temps en état d'alerte et c'est donc son système nerveux sympathique qui fonctionne, encore une fois, de manière excessive. Mais à force d'expérimenter ces outils-là au quotidien, un jour, la situation qu'elle fréquente donc dans la réalité virtuelle lui semble plutôt bienveillante. Ces processus physiologiques ne s'accélèrent plus, sont plutôt stables, et les tests psychologiques le confirment également. C'est là qu'elle a l'impression de se retrouver, de se reconnaître avec elle-même, entre ce qu'elle a dit, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a ressenti. Et là, elle se reconnaît, elle se retrouve avec elle-même. Aucun outil n'est magique pour apprendre à se connaître, que ce soit les tests psychologiques, la réalité virtuelle ou les mesures physiologiques. On peut les voir comme des portes d'entrée pour apprendre à se connaître. Il ne faut pas oublier les autres facteurs comme l'accompagnement psychologique qui est important, les facteurs comme l'entourage, le vécu, vos habitudes. C'est important de les prendre en compte aussi pour apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, c'est pas quelque chose de figé, c'est un voyage vers soi. Un voyage qui va des fois être inconfortable, un voyage qui va être rempli de bonheur aussi. Et les outils neuroscientifiques, ça peut être une porte d'entrée pour commencer à apprendre à se connaître. Merci pour votre écoute.